majestueuse Assemblée, remercier Monsieur le ministre de l'Énergie et des Mines, président en exercice de l'OPEP, c'est Chakib Khalil, qui nous fait l'honneur, encore une fois, d'être parmi nous à ce grand rendez-vous et à cette tribune où je lui disais à l'instant qu'on le remercie pour sa fidélité à cette même tribune-là. Je voudrais rappeler le contexte dans lequel Monsieur le ministre et président de l'OPEP a été invité, rappeler que le contexte dans lequel se déroule cette intervention, qui est liée à l'état de la conjoncture internationale, un état de récession et ses dramatiques retombées sur les économies des pays à échelle planétaire qui ont fini par attraper nos pays. Monsieur le ministre dira quelle est la capacité de l'OPEP à répondre, puisque le thème de cette rencontre est exclusivement réservé au marché pétrolier international. Donc, Monsieur le ministre dira quelle est la capacité de l'OPEP à répondre à une telle situation de grande inquiétude. Nous voudrions vous remercier pour toutes les informations que vous voudrez bien nous donner à cet effet-là, et vous rappeler aussi que le prix du baril qui avait atteint des sommets, des pics, pendant un certain nombre d'années, est retombé aussi vite qu'il est monté en quelque sorte. Des pics, et donc une chute qui à la moitié de sa valeur initiale. Donc de 120 $, aujourd'hui on se situe à peu près au-dessous de la barre. Pardon ? 147, oui, un peu plus. Donc on se situe à moins de 70 $ aujourd'hui. Donc Monsieur le ministre dira quelle est la stratégie de l'OPEP pour répondre à cette conjoncture, quels sont les dispositifs qui sont mis en place pour parer au choc de la baisse du prix du baril. Et je crois qu'on peut lui accorder la parole. Merci, Monsieur le ministre, de votre intervention. Merci. D'abord, je voulais remercier le Moujahid pour l'occasion qu'il m'a offerte de faire une présentation sur les 3 questions qui m'ont été posées. Je vais être très très bref sur ces questions-là, de telle manière à pouvoir donner l'opportunité aux questions et aux réponses, pouvoir débattre des questions qui intéressent la presse et les autres experts. Tout d'abord, la situation du marché pétrolier international. Le marché pétrolier international a connu, bien sûr, comme vous le savez tous, une évolution spectaculaire au cours de l'année 2008. Le seuil de 100 $ par baril, qui fut longtemps considéré comme une barre psychologiquement élevée, a été largement dépassé durant cette année. Outre la hausse du prix, le marché pétrolier a été aussi extrêmement volatile, c'est-à-dire que, comme nous le voyons aujourd'hui, il peut monter d'une dizaine de dollars et retomber aussi d'une dizaine de dollars aussi facilement. On a noté des fluctuations journalières allant jusqu'à 10 $, comme je viens de le dire, et ceci s'explique essentiellement par la forte activité des spéculateurs financiers. Le prix du baril du panier OPEP, le panier OPEP rassemble tous les bruts produits par les pays membres de l'OPEP, a marqué un record historique de 140 $et 73 centimes le 3 juillet 2008, avant d'entamer vers la mi-juillet un net repli, cédant 58% de sa valeur pour se retrouver autour de 59 $ par baril en ce début du mois de novembre. Cependant, malgré ce fort repli des prix, le cours moyen du panier OPEP, enregistré en 2008, sur la période de janvier au 4 novembre 2008,
se situe à 103 et 56 centimes par baril. C'est-à-dire c'est la moyenne pondérée annuelle jusqu'au 4 novembre. Donc le panier OPEP a enregistré une moyenne pondérée jusqu'à maintenant de 103,56 $, contre 65,60 $ par baril sur la même période de l'année précédente. Donc une augmentation spectaculaire en moyenne pondérée par rapport à la même période de l'année dernière. Le prix du baril algérien, donc c'est le Sahara Blend, moyen sur l'année 2008, de janvier à ce jour, a été de 108,28 $ par baril, contre 71,13 $ par baril pour la même période de 2007. Donc jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez dire que la moyenne pondérée de notre pétrole a été de 108,28 $ par baril. Le marché pétrolier est globalement donc caractérisé par les facteurs suivants. Aujourd'hui, donc, un climat de révision baissière des perspectives de croissance de la demande mondiale pour 2008 et 2009, sur fond de ralentissement de l'activité économique. Vous le voyez tous sur votre écran de télévision, que tout le monde est très pessimiste sur donc l'activité économique bien sûr pour la fin de l'année 2008 et pour l'année 2009. Le renforcement du dollar américain, parce que ce renforcement a un impact sur le niveau de prix du pétrole, un niveau relativement élevé de la production OPEP, donc des pays membres de l'OPEP, donc ont maintenu ou bien n'ont pas encore, disons, diminué leur production d'une manière substantielle et quelquefois supérieure aux quotas en vigueur. Et ensuite, nous avons des stocks commerciaux à un niveau confortable. Voilà un peu en ce qui concerne donc la situation du marché pétrolier international pour cette année jusqu'à aujourd'hui et un peu la vision pour l'année prochaine. Bon, deuxième question, quelles ont été les répercussions de la crise économique et financière actuelle sur l'évolution de ce marché et des pays producteurs? On a vu sur la période 2004-2007 les répercussions des bonnes performances économiques globales sur l'évolution du marché pétrolier. Si vous vous rappelez bien, durant cette période 2004-2007, le prix du pétrole n'a pas dépassé 70 $ par baril. Et le prix relativement élevé du pétrole n'avait pas, à ce moment-là, détruit la demande du pétrole, du fait qu'il y avait une croissance économique très importante à ce moment-là et du fait que la demande attirait donc la demande attirait donc l'offre et non pas l'inverse. Actuellement, la crise financière a affaibli les économies des pays industrialisés qui sont entrés en phase de récession. Donc tout le monde maintenant est d'accord pour dire que les États-Unis d'Amérique, l'Europe, les pays européens sont entrés en phase de récession et qu'en 2009, il y aura bel et bien une récession pour tous ces pays-là. Déjà, des chiffres sont annoncés pour une décroissance, si on peut l'appeler de cette manière-là, pour les pays américains, pour les États-Unis d'Amérique et les pays européens. Avec donc pour conséquence, puisqu'il y a une décroissance ou il y aura une stagnation, il y aura donc une forte contraction de la demande pétrolière, du fait que la demande pétrolière est liée à la croissance économique. Et s'il y a décroissance, bien sûr, il y a donc contraction de la demande. Le repli des cours est le résultat donc d'un tel climat face à un surplus de l'offre, notamment des pays membres de l'OPEP. L'ajustement de la production s'avère donc nécessaire pour éviter une surabondance de l'offre sur le marché et avec elle une chute libre et incontrôlable des prix.
Troisième question, donc, c'est les stratégies de riposte de l'OPEP aux fluctuations des échanges et pour le prix d'un baril qui ne pénalise pas les pays producteurs, ainsi que l'agenda de la réunion d'Oran, qui est prévu le 17 décembre. Donc l'OPEP n'a pas attendu la chute raide des prix du baril de pétrole pour riposter. Elle a appelé à la stabilité des prix avant même que ces derniers n'atteignent le record historique durant l'été passé. Les décisions des conférences du 9 septembre, puis surtout du 24 octobre dernier, sur la réduction de la production découlent du besoin d'équilibrer l'offre et la demande pétrolière. L'OPEP, conformément à ses objectifs statutaires, a toujours appelé et aussi œuvré pour un prix équitable aussi bien pour les pays producteurs que pour les pays consommateurs et l'industrie pétrolière. La conférence extraordinaire d'Oran du 17 décembre prochain réévaluera la situation du marché pétrolier à la lumière de la mise en œuvre des décisions prises par l'organisation de réduire la production de pétrole. Elle étudiera avec aussi les perspectives du marché pour la première moitié de l'année 2009, notamment au vu des perspectives de croissance économique suite aux mesures prises par les États-Unis et l'Europe pour contrer la crise financière et relancer l'activité économique. Voilà, je vais m'arrêter là et si vous voulez bien, je serai disposé donc à répondre aux questions que donc les gens pourraient poser à cette occasion. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre, pour cette communication et ces précisions qui ont le mérite de planter le décor et de répondre donc aux interrogations que nous vous avons suggérées dans notre correspondance et aux interrogations donc très certainement de l'assistance. Je voudrais vous poser, pour lancer le débat, Monsieur le Ministre, une question qui trotte certainement dans la tête de chacun d'entre nous. Savoir, à la faveur de l'élection du nouveau président des États-Unis, quelle est, à votre avis, la stratégie qu'on peut imaginer pour les États-Unis en matière de politique énergétique et quelles peuvent être les répercussions sur le marché pétrolier international? Deuxième question, quelle est la position au jour d'aujourd'hui dans cette situation de grisaille du marché pétrolier international, situation ou la position plutôt des pays non OPEP? Voilà donc pour ces deux questions, et on aura l'occasion d'intervenir. Ouais, donc Obama a été élu donc président, le prochain président des États-Unis d'Amérique, et donc en ce qui concerne donc en particulier l'économie. Donc son objectif qu'il a annoncé hier, c'est de redémarrer l'économie américaine. Ça sera sa priorité fondamentale. Et donc il y a déjà une équipe de transition qu'il a déjà sélectionnée, qui va travailler probablement avec donc l'équipe du président Bush pour préparer bien sûr la relève et mettre en place les mesures à prendre pour redresser donc l'économie américaine. Et donc je pense que les mesures qui vont être prises vont probablement aider donc à remettre sur pied l'économie, mais je ne pense pas qu'elle aura d'impact immédiat, c'est-à-dire pas nécessairement durant l'année 2009, probablement plus tard dans l'année 2009 ou bien durant l'année 2010. L'autre donc point qui est important à savoir, c'est que le nouveau président est, disons, a une position différente du président Bush sur la politique énergétique américaine. C'est-à-dire qu'il va travailler beaucoup plus dans le cadre d'abord des accords internationaux tels que le protocole de Kyoto
mais aussi développer donc beaucoup plus l'efficacité énergétique, la conservation de l'énergie, etc., que l'administration de Bush n'avait pas, disons, préféré auparavant, puisque l'administration de Bush était beaucoup plus orientée vers le développement de l'offre, c'est-à-dire la production, l'exploration dans les zones offshore, en Floride ou bien en Alaska. Mais disons que, puisque nous parlons un peu de l'impact de cette politique ne sera pas immédiate, elle aussi. Elle prendra beaucoup de temps, probablement 5 ans, 10 ans, avant de voir vraiment un impact sur l'efficacité. Je voulais aussi mentionner qu'en ce qui concerne les biocarburants, que aussi le président Obama va donc donner de l'importance aux biocarburants qui vont probablement se développer aussi dans le cadre de sa stratégie énergétique. Donc je dirais que tant sa stratégie économique que la stratégie énergétique n'aura pas d'impact immédiat sur donc le marché pétrolier. Peut-être dans disons, en ce qui concerne l'économie, si elle reprendra en 2010, elle aura bien sûr un impact du fait qu'elle va renforcer la demande du pétrole. Et en ce qui concerne la stratégie énergétique, elle n'aura pas d'impact à très court terme, beaucoup plus à long terme. En ce qui concerne donc la deuxième question, donc la position des pays non OPEP, pour le moment, aucun des pays non OPEP n'a appuyé, du moins sur le terrain, la position de réduction des pays OPEP, quel que soit le pays. Certains ont déclaré officiellement qu'ils n'appuieraient pas, tel que la Norvège, n'appuierait pas donc la réduction décidée par les pays membres de l'OPEP. D'autres n'ont pas pris position là-dessus, que ce soit la Russie, que ce soit le Mexique, etc. Voilà un peu pour répondre à la deuxième question. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Je crois qu'il y a une dame là, il y a un monsieur là. Bonjour, monsieur. Allez-y, madame. Je m'appelle Vicky de l'ambassade d'Indonésie. Je représente l'ambassadrice ici. Nous vous remercions très bien de l'invitation que vous nous avez offerte. L'ambassadrice aussi vous envoie ses salutations pour l'invitation et s'excuse de ne pas pouvoir atteindre elle-même, causée par son retour de l'Indonésie récemment. Elle voulait faire une petite remarque, monsieur, sur la remarque du Premier ministre Ouaya lors de la conférence au début d'octobre, qu'il avait remarqué, il avait fait une remarque que la crise économique, que la crise aux États-Unis n'aura pas d'effet sur l'économie algérienne. Je voudrais savoir votre opinion sur cette remarque-là. Et aussi, il y a quelques questions qu'elle voudrait poser aussi sur le prix le plus bas pour oil price, le prix de l'huile, le plus bas du pétrole, et combien l'Algérie aura de diminution pour l'export du pétrole au plus bas. Nous avons aussi remarqué que pour l'Indonésie, nous ne sommes plus une partie de l'OPEP. On n'est plus des pays membres de l'OPEP. Pour ça, ça a eu effet de diminution de l'export de nos affaires aussi. Et on voudra savoir comment l'Algérie va gérer cette diminution
Il y a d'autres questions, s'il vous plaît? On va prendre 2 ou 3 questions. Et puis... Oui, allez-y, monsieur. Bonjour, monsieur le ministre, c'est l'ambassadeur du Venezuela. Dans 2 moments de votre exposé, vous avez parlé d'un ajustement de la production et aussi à la fin d'une réévaluation de la production pétrolière en fonction des politiques menées par l'Union européenne et surtout les États-Unis. Dans ce sens, je vous pose 2 questions. Jusqu'à aujourd'hui, tous les pays membres de l'OPEC ont respecté les quotas de l'OPEC jusqu'à ce moment-là. Et l'autre question que je pose, c'est quelle est la stratégie de l'OPEC à propos des pays émergents comme la Chine, l'Inde, qui puissent contrecarrer la récession économique qui a lieu maintenant dans les pays capitalistes et industrialisés comme les pays intégrants de l'Union européenne et les États-Unis. Bon, je peux peut-être... il y a déjà 5 questions. Donc, l'impact sur l'Algérie, je crois que l'Algérie n'exporte que le pétrole, mais importe beaucoup de biens et de services. Donc, elle ne peut... Son système bancaire n'est pas interconnecté avec le système bancaire international. Il est interconnecté, bien sûr, en termes de relations, mais pas en termes d'implication ou bien disons, d'actionnariat croisé dans le domaine bancaire. Donc, comme d'ailleurs certains pays qui ont des contrôles très sévères sur le système bancaire, l'Algérie n'a pas été touchée, ne sera pas touchée en termes d'impact sur le système bancaire. Donc, elle ne peut être touchée qu'à travers le prix du pétrole, hein, ou bien à travers les biens et services et matériaux qu'elle importe. Bon, si on commence avec les biens et les services et matériels, équipements qu'elle importe, en général, ces équipements, etc., vont baisser, ou bien ont déjà baissé en termes de prix, tels que le blé, le fer, etc. Tous ces biens ont baissé de prix et vont continuer probablement à baisser du prix, comme le pétrole d'ailleurs, et donc va y avoir un impact bénéfique dans la mesure où on maintient en termes quantitatifs les importations dans ces différents domaines. Et donc il reste le prix du pétrole. Donc il ne faut pas oublier que pour le prix du pétrole, maintenant on a l'impression qu'on réfléchit toujours avec un background de $140. Donc on regarde dans un miroir à $140. Il faut regarder dans un miroir à 60 et $70. C'est ce que nous avons eu durant la période 2000 à 2007. Nous avons à peine dépassé $70 en moyenne. Pas sur toute la période d'ailleurs. Si vous prenez une moyenne sur toute la période, probablement vous allez trouver qu'elle a été de $40, $45. Donc il faut la voir avec cette... Et l'année 2008, comme je l'ai dit, d'abord elle a été spectaculaire, elle a été exceptionnelle, elle a été due principalement à donc les activités spéculatives. Donc, si nous avons un prix de 60-70 $ en moyenne, ceci est tout à fait normal et ça tombe un peu dans les choses normales que nous avons eues de par le passé. Bien sûr, tout cela dépend du programme que nous sommes en train de financer et bien sûr de la période de duration de cette crise. Si elle dure 1 année, si elle dure 2 années, si elle dure 3 années, si elle dure 4 années. Personne ne peut nous dire combien de temps elle peut durer. Disons, la majorité des experts vous diront qu'elle va probablement durer 2009 et que les choses vont reprendre en 2010. Et dès que les choses vont reprendre, bien sûr, les prix vont devoir évoluer avec cela. Et donc...
Donc j'ai des chiffres maintenant pour notre pétrole brut. En 2001, nous avons fait 25 $. En 2002, nous avons fait 25 $ en moyenne sur toute l'année. En 2003, nous avons fait 29 $ en moyenne sur toute l'année. En 2004, 38 $. En 2005, 55 $ en moyenne. En 2006, 66 $. Et en 2007, 75 $. Bon. En 2008, qui est une année exceptionnelle, nous avons une moyenne jusqu'à aujourd'hui, que j'ai déjà donnée, de 108 $ et 8 centimes. Donc, pour replacer les discussions dans le bon environnement. Donc, la deuxième question concernant donc, le prix le plus bas du pétrole, bien sûr, les prix sont bas, les revenus seront plus bas. Il y a une diminution des exports due au fait du quota, donc de l'OPEP. Nous avons décidé de diminuer de 71 000 barils par jour. Donc si nous continuons à diminuer, ou bien si nous diminuons encore plus, il y aura un impact en termes de diminution. 71 000 barils jour, probablement ça équivaut à 60 $, peut-être à 2 milliards de dollars à peu près, bon, sur toute l'année. Donc il y aura un impact de ce point de vue-là. Mais il faut donc regarder cet impact dans le cadre du bilan global. Nous avons quand même des réserves très très importantes. Les investissements, donc s'ils doivent continuer à ce niveau-là, et si on assume et on suppose que la crise va continuer encore 3 ans, il faudra à un certain moment revoir le programme d'investissement pour ajuster, donc avoir le bilan, etc. Mais comme je ne pense pas que cette crise va durer plus d'une année, je ne pense pas qu'on aura à faire des coupes dans les programmes d'investissement de l'État. Donc oui, c'est vrai, l'Indonésie n'est plus membre de l'OPEP, mais comme vous savez, il y a 2 nouveaux membres de l'OPEP, c'est l'Angola et l'Équateur qui ont rejoint l'OPEP actuellement. Et donc l'Algérie est membre des pays de l'organisation et contribue à la stabilisation des prix à travers donc l'action de l'organisation. J'ai déjà dit plusieurs fois qu'en ce qui nous concerne, notre objectif d'un prix raisonnable pour les pays producteurs et consommateurs est entre 70 et 90 $. La question des quotas, je ne peux pas vous dire si les quotas sont respectés à 100% par tout le monde. Il faudra attendre d'abord le rapport, puisque nous avons commencé seulement à appliquer la baisse des quotas le 1er novembre, donc il faut attendre la fin du mois de novembre et avoir un peu le rapport qui est publié donc par l'OPEP pour voir si tous les pays ont respecté leur quota. C'est à ce moment-là qu'on saura. Et en général, personne ne peut cacher s'il n'a pas respecté son quota. Tout est transparent. C'est au niveau donc comme vous le savez, c'est les compagnies d'assurance qui publient les bateaux qui ont chargé, qui ont déchargé dans les différents ports, etc. Donc, basé sur cette information-là, on a une idée très correcte de qui a appliqué le quota et qui n'a pas appliqué le quota. En ce qui concerne donc la demande, c'est vrai que la Chine et l'Inde demeurent un peu protégés de cette crise financière internationale. Ils seront impactés, ou bien ils ont déjà été impactés, mais je ne pense pas qu'ils soient impactés d'une telle manière qu'ils vont rentrer dans une crise comme les autres pays américains, européens, puisque leur économie est beaucoup plus dépendante du marché intérieur. Ils ont un marché intérieur beaucoup plus important. Ils ne dépendent
qu'un très faible pourcentage des exportations vers les autres pays. Bien sûr, à travers ce faible pourcentage d'exportation, ils seront bien sûr affectés puisqu'ils ne pourront plus exporter comme auparavant vers ces pays-là, mais qu'en redynamisant leur marché intérieur avec des politiques appropriées, ils pourraient peut-être compenser donc ce manque en ce qui concerne donc les exportations. Donc la Chine et l'Inde demeurent quand même des pays qui vont donc continuer une croissance assez appréciable, au moins de 8% pour la Chine, c'est ce qui est prévu, et plus, certains disent 9%, et pour l'Inde, peut-être beaucoup moindre que celui de la Chine. Ça veut dire que la demande dans ces pays-là pour le pétrole, et en particulier la Chine, va rester quand même assez importante, mais elle ne constitue pas, disons, la totalité de la demande, puisque si on suppose que la demande des autres pays, les États-Unis, l'Europe disparaît, même est négative, dans le sens où ces pays-là augmentent leur production de pétrole, puisque le prix du pétrole élevé de 104 $ donc en juillet a eu un effet d'encourager le développement des gisements marginaux aux États-Unis et donc en mer du Nord, ce qui a permis non seulement à ces pays-là d'augmenter leur production de pétrole à partir des gisements marginaux, mais aussi d'affaiblir la demande avec la baisse de la demande. Donc il y a eu un impact des deux. Je voudrais aussi remarquer qu'aux États-Unis, le prix du pétrole à un niveau de 104 $ a détruit la demande du gaz, du GNL d'importation dans ce pays-là. Donc depuis de l'année dernière, pratiquement, les États-Unis d'Amérique n'importent plus de GNL, et beaucoup d'investissements qui ont été faits pour les terminaux de regasification de gaz ne sont plus utilisés pour importer pour le marché américain, mais sont beaucoup plus utilisés pour importer et réexporter, puisque le marché américain n'a plus besoin de GNL, du moins pour, disons, les nouvelles demandes de GNL. Donc l'impact d'un prix très élevé, vous le voyez. Il n'est pas dans l'intérêt des pays producteurs d'avoir un prix très élevé, du fait que cela encourage le développement des gisements marginaux, et ça on le voit, il y a plus d'1 million de barils par jour produits aux États-Unis d'Amérique actuellement, et bien sûr encourage le développement des schistes bitumineux au Canada, les gisements profonds au large du Brésil, etc., etc. Donc il y a un prix, probablement en 70-90, qui va permettre donc, qui est raisonnable, et qui va permettre donc d'avoir un prix stable à long terme, et qui est raisonnable pour les pays producteurs et consommateurs. Donc, la demande de la Chine et de l'Inde constituera probablement 500 000 à 600 000 barils le jour. Donc, il y aura une croissance de la demande qui proviendra de ces pays-là, mais cette croissance sera complètement absorbée par la production des pays non OPEP. Ça veut dire que les pays de l'OPEP, s'ils arrivent à réduire donc leur production, devront probablement continuer à réduire leur production pour maintenir l'équilibre entre l'offre et la demande, au moins durant la première période de l'année 2009. Bonjour Monsieur le Ministre. Je voulais avoir la réaction tout d'abord, donc vous en tant que président de l'OPEP, par rapport à l'information publiée par l'Agence internationale de l'énergie, qui entre guillemets met en garde et dit que les prix du pétrole pourraient éventuellement atteindre les 200 $ s'il n'y a pas assez d'investissement. Deuxième question, donc on n'a pas encore ressenti l'impact de la décision de l'OPEP quant à la baisse de la production. Est-ce que la réunion d'Oran, il y aura un consensus pour une baisse plus importante si c'est possible? Troisième question par rapport au gaz. Donc, vous disiez récemment à la radio qu'il y aurait éventuellement une réunion des pays producteurs de gaz à Moscou. Donc, qu'en est-il au juste? Merci. L'impact de ce qui arrive aujourd'hui
effet, va être un impact négatif sur les investissements dans le secteur pétrolier dans les 2-3 prochaines années. Premièrement, du fait qu'il y aura un manque de crédit. Comme vous savez, les compagnies pétrolières internationales développent leurs gisements en faisant appel au financement des banques. Or, les banques, actuellement, très difficile de prêter de l'argent aux compagnies pétrolières ou aux autres compagnies. Donc, les grands projets, il y a déjà beaucoup de compagnies qui ont décidé de retarder leurs projets, tels que les gisements de sable bitumineux. Plusieurs compagnies l'ont déjà annoncé. Les gisements profonds que le Brésil avait annoncés, où il faut des investissements énormes, probablement vont être retardés, au moins, puisqu'ils vont demander quand même des investissements énormes, de 100 et quelques milliards. Et comme vous savez, il y a eu un accord entre les banques centrales brésiliennes et américaines pour donc s'entraider. Donc il y a un impact, il y a même un impact sur comme vous le savez, sur la bourse russe et sur les compagnies russes elles-mêmes, qui ont des difficultés en termes de financement, qui ont des difficultés de finances, et qui vont donc probablement avoir un impact sur le développement des gisements en Russie. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, on l'a déjà vu dans les années 98. C'est-à-dire, il y a eu une baisse du prix du pétrole, un manque donc d'investissement, mais il y a aussi la perte de toutes les ressources humaines qui travaillent et l'expertise et ce qui est le plus important dans ces projets-là. Donc il n'y a aucun doute que ceci va avoir un impact sur l'apport de nouvelles réserves, l'apport de nouvelles productions dans les 3 années, 4 années qui viennent. Et bien sûr, vous pouvez toujours en déduire que si nous avons donc une reprise économique dans les 2 ans qui viennent, 3 ans qui viennent, il y aura une tension sur l'offre. Bien sûr, ceci inclut aussi les pays de l'OPEP, puisque les pays de l'OPEP, où il y a une incertitude, d'abord sur les prix, et il y a certains pays de l'OPEP qui doivent avoir recours au financement extérieur, vont devoir retarder leur programme de développement de gisements pour mieux, en attendant d'avoir une visibilité meilleure sur l'environnement international. Donc il n'y a aucun doute que dans les 2 ans, 3 ans, nous allons avoir une tension sur le pétrole de nouveau. En ce qui concerne donc le consensus, d'abord ce qui est important, c'est qu'on applique les décisions du 24 octobre qui avaient été décidées. Donc il doit y avoir une baisse de 1,8 million de barils par jour. Donc, il y a les 1,5 que nous avons décidé, et il y a les 300 000 barils jour que l'Arabie saoudite devait retirer du marché, qu'elle avait introduite donc auparavant. Donc normalement, durant la réunion d'Oran, on devrait voir que tout cela a été fait, ou bien qu'il est en voie d'être fait. Il est inutile de décider d'une autre décision, ou bien de dire qu'on va décider si on n'a pas appliqué la décision. Ça ne sert à rien du tout. D'ailleurs, ça donne le mauvais signal au marché. Le marché est très sensible à la réalité des choses. Il ne vous croit pas sur vos paroles, ce que vous dites, il vous croit en voyant les résultats sur le terrain. Que les clients savent qu'ils ne peuvent pas avoir le pétrole brut, ou bien que la production a été réduite par les pays membres. C'est cela que le marché voit, et ça, vous le voyez tous les jours. Mais dès que le marché apprend qu'il y a une réduction, il y a une réaction sur le marché et sur le prix du pétrole. Donc, il y aura un consensus à Oran, et ce consensus dépendra de l'application de la réduction. Si tout le monde a appliqué, et les choses restent quand même, disons, en termes de prix au niveau de ce que nous avons aujourd'hui, il est bien sûr tout à fait clair que nous allons probablement décider d'une réduction. Mais si entre-temps il n'y a pas eu
de réduction. Je pense qu'il sera très très difficile de demander encore une autre réduction s'il n'y a pas eu déjà la réduction du 24 octobre qui a été réalisée à 100%. En ce qui concerne donc le forum des pays exportateurs producteurs de gaz, comme vous savez, il y a eu une réunion à Doha il y a plus de 2 ans où nous avions chargé la partie russe de présider un groupe de travail et ensuite d'organiser une réunion à Moscou pour décider donc des statuts de ce forum des pays exportateurs producteurs de gaz. Et donc ce travail a été fait par la task force qui a été mise en place, et donc cette task force a été prête à rendre donc ses résultats au niveau de la conférence des ministres. La conférence était prévue pour le 18 novembre et elle a été retardée sine die sans aucune explication. Nous n'avons pas donc eu une autre date qui a été mentionnée pour la tenue de cette réunion. Il y a d'autres questions. Allez-y, Excellence. Voilà le micro là. Monsieur le ministre, je suis l'ambassadeur de Turquie. Nous vous remercions pour votre exposé. Les informations que vous avez fournies pour nous. Sur la dernière question que vous avez évoquée, quelle est l'approche de l'Algérie devant cette possible organisation, disons, des pays des producteurs de gaz naturel? Vous avez évoqué des initiatives sur ce sujet. Est-ce que vous voyez ce projet comme faisable de créer une organisation, disons, un OPEC de gaz naturel, s'il est faisable, si elle va fonctionner, et quelle est l'approche de l'Algérie devant cette initiative? Je vous remercie. Merci, Excellence. Bon, je crois que l'Algérie a adhéré à la création de ce forum des pays exportateurs producteurs de gaz à Téhéran en 2001. D'ailleurs, la deuxième réunion a été tenue à Alger. Et donc, le forum, c'était un forum où on devait donc échanger des informations et aussi optimiser nos moyens et ressources entre les pays producteurs et exportateurs de gaz. Et il y a eu bien sûr beaucoup de réunions à Trinidad-Tobago, en Égypte, un peu partout, qui ont suivi. Et ensuite, bon, il y a eu donc certains, y compris notre président, qui ont voulu donc qu'on organise une organisation qui serait peut-être l'équivalent de l'OPEP du pétrole. Donc il y avait le côté politique et il y a aussi le côté économique. En ce qui concerne le côté économique, le gaz est différent du pétrole. Donc le gaz est vendu dans des contrats à long terme. Donc une fois que vous vendez pendant 15 ans, vous n'allez pas pouvoir modifier le volume, même pour obtenir un meilleur prix. D'ailleurs, nous négocions depuis 2005 avec les Espagnols et on ne peut même pas réduire les volumes, puisqu'on est obligé de leur fournir le gaz, malgré qu'on ne soit pas d'accord sur le niveau de prix, puisque les contrats sont signés de cette manière-là. Ça, c'est d'un côté. Le deuxième côté, c'est que les prix sont déjà fixés par indexation avec le pétrole. Donc, une fois que vous avez un prix du pétrole, le prix du gaz est déterminé. Donc, avec un retard de 6 mois. Par exemple, les prix du gaz actuellement sont liés au prix du pétrole durant le premier semestre de cette année. Ce qui est une bonne chose du fait que, en termes de revenus pour l'Algérie, ça rétablit un peu l'équilibre puisque les prix du pétrole descendent, mais les prix du gaz restent quand même assez élevés. Ça ne sera pas le cas au début de l'année 2009, puisque les prix du gaz seront basés sur les prix du pétrole durant le deuxième semestre
Donc c'est pour cela que dans la réunion de Doha, on a dit, puisqu'il y a eu décision de nos leaders pour parler d'une organisation de ce genre, on a décidé d'organiser, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la présidence de la partie russe, puisque l'idée a été initiée par la partie russe, de conduire donc un travail au niveau d'une task force pour étudier. Et donc, cette étude a été terminée. Et elle a été développée en consensus avec tous les pays membres. Et elle devait être présentée à la conférence des ministres qui devait se tenir à Moscou le 18 novembre. Et donc, cette réunion a été reportée par la partie russe sans nous informer de la nouvelle date qui devrait être tenue pour discuter de ce sujet-là. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. J'ai répondu à toutes les questions, je crois. On peut vous poser encore des questions, Monsieur le ministre? Bien sûr, allez-y. On entendait, il y a 2 jours de ça, le président de l'Union européenne, qui est le président français, M. Nicolas Sarkozy, parler de gouvernement économique pour l'Europe, au moins, parlons de l'Europe. Et au niveau plus élevé, donc au niveau international, on voit les autorités monétaires et financières internationales parler de refondation du système financier international. Alors dans cette conjoncture de refondation de structures, que pèse l'OPEP dans cette affaire? Et donc, qu'est-ce qu'on peut entrevoir pour aller dans ce sillage-là, donc adhérer à cette politique de refondation? Et s'il y a une réflexion là-dessus, je voudrais aussi vous demander quel est l'avenir d'investissement. Vous avez tout à l'heure parlé donc, de possibilité de revoir la politique d'investissement compte tenu de la récession économique internationale. Et quel est l'avenir d'investissement qui intéresse d'ailleurs directement l'Algérie concernant le Medgaz par exemple et le gazoduc qui relie le Nigeria à l'Algérie, donc destiné aux pays, pour livraison de gaz destiné aux pays européens. Bon, merci pour la refondation du système financier international. Bon, on ne sait pas comment il va être donc développé, puisque c'est encore la réunion donc, qui doit se tenir en novembre, donc ces jours-ci, qui doit probablement décider de comment ils vont coordonner leurs actions pour remettre sur pied l'économie mondiale. Donc il n'y aura aucun doute qu'il va y avoir une bonne collaboration. Il y a eu déjà une bonne coopération entre les différentes banques centrales, entre les différentes banques. Elles ont été obligées, malgré que ça soit quelquefois contre le grain de ces banques-là, même entre les banques centrales. J'ai mentionné la Banque centrale américaine, la Banque centrale brésilienne, donc l'entraide entre les deux, et même des banques centrales qui aident des entités autres que des entités officielles. Donc il y a dans cette mondialisation qui nous a donné un peu, à travers la dérégulation du système financier et à travers aussi le fait qu'on avait autorisé, on avait peut-être oublié, on avait peut-être mis de côté le fait qu'une bonne partie des activités financières n'étaient pas régulées, comme les hedge funds, etc., qui nous a créé un peu le problème que nous voyons. Je pense qu'ils vont donc prendre soin de ces problèmes-là. Et donc, cette mondialisation qui allait peut-être être cassée va être remise, puisque la coordination et la coopération entre ces pays-là va aider à cette mondialisation de se mettre en place.
Est-ce qu'elle va être dans l'intérêt de nos pays ou non? Ça, on le verra une fois qu'on aura donc les résultats de ces décisions qui vont se prendre en dehors de nos pays. Bien sûr, certains de nos pays ne sont pas impliqués dans ces décisions-là. En ce qui concerne donc les investissements que nous sommes en train de faire, je pense que Medgaz est pratiquement terminé, parce qu'en termes d'investissement, c'est déjà terminé depuis qu'on a décidé de le financer, depuis qu'on a réalisé, il est pratiquement terminé, il sera mis en œuvre l'année prochaine. Donc il ne va pas être mis en doute ou bien en question. Les autres projets dépendront de la disponibilité de financement pour les autres projets. Donc à partir d'abord, notre contribution en termes de financement viendra de nos banques, et donc la contribution des autres viendrait des autres banques. Donc ça dépendra des partenaires que nous allons voir. Certains partenaires vont trouver des difficultés à trouver des crédits et autres. D'autres partenaires probablement ne vont pas avoir ces problèmes-là. Donc ça dépendra un peu des partenaires que nous allons avoir pour ces projets-là, que ce soit pour le GALCI, ou que ce soit pour le GALCI, c'est en général des partenaires italiens, qui sont donc nos associés. Pour le Trans-Sahara, c'est le partenaire nigérian, et bien sûr on aura des partenaires étrangers. Mais ces projets-là ne sont pas en route encore, donc il y a encore le temps de réfléchir à la réalisation donc de ces projets-là en fonction de la disponibilité des financements pour les partenaires. En ce qui concerne l'impact sur l'OPEP, ou bien ce que l'OPEP peut faire dans le cadre de cette refondation du système financier international, je pense que l'OPEP, elle est en bout de chaîne, puisque l'OPEP est, disons, tributaire de la demande qui est générée par la croissance économique mondiale, et donc elle travaille dans le cadre. Et donc si la refondation aboutit à un rétablissement de la croissance économique mondiale, bon, c'est, je pense, dans l'intérêt de l'OPEP de voir donc la demande pétrolière mondiale augmenter de telle manière qu'elle puisse continuer à contribuer au moins à 40% de cette demande pétrolière internationale. Et comme vous savez, la demande pétrolière est très sensible à la croissance économique. L'année prochaine, il est prévu que la croissance économique sera seulement de 3%, ou bien peut-être beaucoup moins de 3%, et là je parle d'une moyenne mondiale, alors que dans les années 2007, début 2007, on parlait de 5%. Donc vraiment, il y a eu une baisse de la croissance économique mondiale très très importante, et soutenue surtout par les pays tels que la Chine et l'Inde, pour avoir ces 3%. Allez-y, comme ça, je pense que... Monsieur le ministre, merci encore une fois. Je voudrais revenir à la question du gaz, le forum des exportateurs de gaz. Compte tenu de la situation spécifique de l'Algérie, ne pensez-vous pas que nous n'avons pas les mêmes intérêts dans l'état actuel des choses? Nous n'avons pas la même position politique de l'Iran et de la Russie vis-à-vis des grands pays consommateurs du gaz. Car l'Algérie a d'abord un programme très sérieux de recherche, de consolidation de ses découvertes, d'appropriation d'une haute technologie, notamment de transport, avant qu'elle n'aille dans un forum qui peut-être devenir un cartel de revendications, qui n'est pas tout à fait la même vision, en tout cas actuellement, pour l'Algérie. Notre intérêt, c'est d'augmenter notre production, c'est d'avoir une meilleure technologie, c'est de maîtriser le transport. Et ceci, d'autant plus, est bâti sur le fait que nous avons d'excellentes relations avec les principaux pays consommateurs. Et vous en avez d'ailleurs le mérite, vous et Monsieur le Président de la République, d'avoir consolidé ces rapports avec nos principaux partenaires. Donc nous n'avons pas la même vision ni de l'Iran, ni de la Russie, ni même de notre pays latino-américain par rapport à nos principaux pays partenaires du gaz. C'est pour ça que certains analystes
j'en fais partie pour dire que nous ne sommes pas trop pressés d'aller vers un genre de cartel revendicatif, car nous avons nous-mêmes établi des rapports très forts d'assurance mutuelle, de garantie mutuelle pour participer dans les meilleures conditions possibles à un développement mutuellement avantageux avec nos principaux partenaires. Je vous remercie. C'est excellent. Merci. Dans tous nos contrats de gaz sont négociés dans un cadre purement commercial, purement économique. Bien sûr, nous avons des relations, je dirais, préférentielles avec certains pays, puisqu'ils sont nos voisins, etc. Mais les contrats que nous signons sont négociés sur la base commerciale. Nous négocions très dur et nous essayons de protéger donc nos intérêts économiques de la meilleure façon possible, en tenant compte, bien sûr, des conditions du marché international. En ce qui concerne donc l'aspect politique, nous n'avons jamais utilisé le pétrole ou le gaz comme marque politique et je ne pense pas qu'on va l'utiliser dans l'avenir. Donc pour nous, c'est un produit que nous voulons commercialiser. Bien sûr, nous voulons le commercialiser aux meilleures conditions possibles. Et si nous développons, donc nous entrons dans une organisation, c'est parce que ça va rehausser, ça va améliorer les conditions que nous obtenons pour notre gaz ou pour notre pétrole, comme ça a été le cas avec l'OPEP. Ça veut dire qu'il faut que ça fonctionne d'abord. Or, le marché du gaz n'est pas bâti de la même manière que le marché pétrolier. Et donc, même si vous décidez de créer une OPEP du gaz, comme on l'appelle, comment elle va fonctionner? Elle ne sera que politique, elle ne peut pas être économique. Et donc, si vous voulez qu'elle devienne économique, il faut qu'elle ait les conditions du marché pétrolier, c'est-à-dire la possibilité de réduire les volumes, la possibilité de renégocier les prix, ou bien la possibilité pour que ces prix reflètent le marché du gaz lui-même, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc, combien de temps il faut attendre pour avoir ces conditions-là? Peut-être très longtemps. Monsieur le ministre, sur le plan... je reviens... qu'il y a une question. Ah, pardon. Faites-le. Oui, oui. Il y a des gens qui lèvent la main au fond, mais on ne les voit pas, donc peut-être que... Oui, je connais. Bien, voilà. Il faut déplacer le micro. Allez-y, lèvez-vous. Il y a un petit problème avec le micro. Allez-y sans micro, parce que... Il n'y a pas un micro baladeur. Il y a un micro baladeur, mais il est entendu. Monsieur le ministre, toujours dans le secteur gazier, c'est-à-dire ma question est précise, est-ce que l'Algérie n'envisage pas d'adhérer à la Troïka du gaz formée de l'Iran, Russie et Qatar? Personne ne nous a invités à la Troïka du gaz, donc on ne voit pas Surtout comment on va qu'il s'agit adhérer à de- quelque chose à laquelle personne ne nous a invités. Ceux qui veulent poser des questions, peut-être il vaut mieux qu'ils viennent ici et poser des questions. Si vous pouvez bouger, c'est mieux, comme ça, on règle le problème de... Salam alaikum. Mourad Mansour du groupe parlementaire de Hizb al-Amal. Monsieur le ministre, c'est par rapport à Sonel Gaz. C'est tout le monde qui s'accorde à dire qu'il faut 5 milliards de dinars donc, pour que Sonel Gaz redémarre de plus belle. Donc à quel niveau se situe donc, ce blocage? Deuxièmement, vous avez déclaré dernièrement donc, dans les médias votre soutien, donc, ou là, le soutien de l'État donc, pour pas mal de secteurs, entre autres donc, le secteur de l'agroalimentaire. Et également les spécialistes s'accordent à dire que 5 milliards de dollars suffisent donc, pour relancer l'économie nationale. Donc quel est votre commentaire donc, par rapport à ça, alors bien sûr de la crise mondiale? Troisième question, c'est par rapport... Je n'ai pas compris votre question. Alors, je répète ma deuxième question. Vous parlez trop vite, alors. D'accord. Vous avez déclaré dernièrement, donc, dans les médias, votre soutien donc, à l'agroalimentaire, entre autres secteurs. Donc, vous avez le soutien de l'État. D'accord. Et les spécialistes s'accordent à dire qu'il suffit
de 5,2 milliards de dollars pour redémarrer donc l'économie nationale. Donc je pense que c'est une C'est-à-dire redémarrer notre économie nationale. Injecter donc 5,2 milliards de dollars donc de l'économie nationale pour que le secteur public donc soit capable de répondre aux besoins de la nation. Et d'autant plus que bon, nous sommes donc en crise. En quoi? En quel domaine? Dans tous les domaines. On répond sans investir 5,1 milliards de dollars, on répond aux besoins de la nation. Actuellement, pourquoi on devrait injecter encore 5 milliards? C'est les spécialistes qui le disent. Qu'il faut donc 5,2 milliards de dollars. Il faut poser la question aux spécialistes pour leur demander. Mais vous avez, monsieur le ministre, vous avez déclaré dernièrement. Besoin de 5 milliards de plus. Vous avez déclaré. Je ne sais pas quoi. Vous avez déclaré dernièrement que vous soutenez donc le secteur, entre autres, l'agroalimentaire. Donc j'imagine que l'État veut soutenir donc le secteur public. D'accord. Et je pense que à l'orée donc de cette crise, de la crise mondiale, donc l'État maintenant doit prendre en charge, l'État doit intervenir, donc dans l'économie doit être un élément central. Et y compris donc les pays les plus libéraux, entre autres donc les États-Unis d'Amérique, ils interviennent. Donc c'est dans ce sens que donc maintenant une question c'est par rapport donc au prix, à la chute du pétrole. Le chef du gouvernement donc il a précisé en disant que si le prix du pétrole donc il est au-dessous de 70, il est donc aux alentours de 60, donc ce sera donc disons entre guillemets une catastrophe pour l'économie nationale. Donc quel est votre commentaire? Merci. Bon, d'abord, je crois que j'ai répondu à cette question-là. Il faut que le prix reste très bas. Et là, c'est pas au niveau de 60 qu'on dit que c'est bas, ou la 70. Puisqu'on a eu ces prix-là, j'ai donné les chiffres, on n'a jamais eu. Pendant toute une période, il ne faut pas prendre une année et dire, bon, on va se référer à cette année, c'est notre référence. C'est une année spectaculaire, anormale, du fait de l'activité qui a d'ailleurs débouché en une catastrophe, la crise financière. Donc on ne peut pas la prendre comme une référence. Donc on prend comme référence les prix moyens 2000-2007, et là on n'a jamais eu des prix, on a eu des prix, je l'ai mentionné, entre 25 $, et même si on inclut les 108 $, entre 25 $ et 108 $. Donc je dirais une moyenne peut-être de 50 $ et 40 $. Je crois qu'on a bien fonctionné avec 50 $. Donc on peut très bien fonctionner dans la mesure où la situation ne dure pas longtemps et dans la mesure où on ne maintient pas les programmes d'investissement à un très haut niveau. Tout dépend de ce que vous voulez faire à long terme. Si vous maintenez un programme de 130 milliards, mais vous avez des revenus qui sont très bas, il faut revoir votre programme d'investissement, ou bien il faut faire appel au financement extérieur. Mais tout cela doit être étudié par les gens qui ont les vrais chiffres, parce qu'on ne peut pas dire qu'avec 60 $, que nous allons avoir un problème tout de suite. Il est tout à fait clair que nous avons quand même des réserves de 130 et quelques milliards de dollars. Nous pouvons étaler les programmes d'investissement, nous pouvons jouer là-dessus et aussi faire appel à des financements extérieurs si on a besoin vraiment de ce financement extérieur. Donc il faut dire pendant combien de temps va durer la crise. Si vous me dites que la crise va durer 5 ans et les prix vont être réduits à 30 $, bien sûr que vous allez avoir une crise. Mais si vous me dites que le prix du pétrole va rester même à 50 $, 55 $, je ne crois pas que l'Algérie aura des problèmes durant les 3 prochaines années, 4 prochaines années. Je ne pense pas. Il faut qu'on voie le bilan pour l'étudier, mais je ne pense pas. Voilà, en ce qui concerne donc les investissements de 5, le pays investit 180 milliards de dollars durant un programme. Pourquoi il investirait encore 5 milliards de dollars? Pour faire quoi? Puisqu'on fait tout avec les investissements publics. On fait les routes, on fait les chemins de fer, on fait les hôpitaux, on fait les écoles, les universités. Qu'est-ce qu'on ferait avec 5 milliards de plus? 5 milliards de plus, bon, c'est toujours bon d'investir un peu plus, mais dans les mêmes domaines, probablement. Et en ce qui concerne donc Sonelgaz a les ressources pour faire son programme. Elle fait appel aux emprunts obligataires pour le moment, et elle est en train de réaliser ces investissements pour répondre aux besoins de l'approvisionnement en gaz et en électricité. Je peux? Ah, Pardon. Maal Wazir.
Je crois qu'il y a une question. تفضل. معالي الوزير عندي 3 أسئلة. السؤال الأول حول العراق. بصفتكم كرئيس الأوباب يعني دول مصدر البترول المرة الثانية، أعتقد المرة الأولى كانت في 2001 أو 2002، ألا تعتقدون أن انتصار ديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية وعلى رأسهم أوباما سيغير اللعبة في الشرق الأوسط؟ ونعرف باللي العراق من أكبر الدول مصدرة للبترول، والآن ما هو موقع العراق بالنسبة للأوباب؟ مازال يصدر ما يصدرش؟ السؤال الأول. السؤال الثاني فيما يخص مستقبل سوناتراك، يعني هل فكرتم بسوناتراك ما بعد البترول؟ يعني ما بعد البترول، سوناتراك ما بعد البترول، لأنه لحد الساعة في الاستراتيجية. نعم أتندي. السؤال الثاني هو دور سوناتراك ما بعد البترول، هي المؤسسة ستزول أو ستتحول إلى شيء ثاني؟ لأنه لاحظنا مؤخرا أنه كان يقول باللي الجزائر ستصدر الطاقة الكهربائية من الصحراء. السؤال الثالث معالي الوزير هو فيما يخص دولة مثل الجزائر، يعني تعتمد على رجلين وهو حسن سود وحسن رمل، ومع هذا لا توجد مجلة أو يعني وسيلة اتصال مع الجزائريين خاصة بالبترول. يعني افتقر يعني لحد الساعة وجود مجموعة كبيرة من الصحف والمجلات في المجال السياسي بالأخص والإعلامي، ولكن فيما يخص البترول ما كان والو. السؤال الأخير مع الوزير هو فيما يخص موقع الإنترنت لوزارة الطاقة والمناجم، يعني هو يعتبر من بين المواقع الرائعة يعني بالنسبة للوزارات كامل، يعني هذه حقيقة، ولكن يفتقر إلى اللغة العربية. كاين النسخة المفرنسة والنسخة الإنجليزية، ولكن اللغة العربية غير موجودة. وشكرا لكم معالي الوزير. السي حطابي راه هنا، إلا لا السي حطابي إلا لا، علاش ما جبتلوش النسخة بالعربية؟ راه هنايا عطيو له النسخة بالعربية. سيت انترنت. ايوا هذاك نعرفوا السيت انترنت. بالنسبة إلى العراق، احنا ما عرفناش يعني واش تكون السياسة ديال أوباما بالنسبة إلى الشرق الأوسط، ولكن بالنسبة إلى إنتاج البترول يعني في العراق، كما تعرفون العراق عضوة في المنظمة، ولكن ما عندهاش سقف يعني بالنسبة إلى الإنتاج. تقدر تنتج اللي تقدر عليه وتنتجه. حتى الآن يعني ما فاتتش 2,200,000، وما نظنش يعني تقدر تطور الإنتاج ديالها في ظرف وقت قصير، في ظرف يعني 5 سنوات. ما نظنش في هذا الوقت يعني تتوصل إلى إنتاج أكثر من 2,500,000. يمكن من بعد 5 سنوات لما يعني الأوضاع تستقر، ولما يوضحوا واش هو الدور تاع الدولة يعني المركزية يعني القوة الجهوية. حتى الآن كما تعرفون كثير من الحقول في الناحية الكردية، الكرديين هما نفسهم اللي راهم يعقدوا العقود مباشرة مع الشركات، ولهذا لازم يوضحوا، لأن من بعد هذا العقد يصير ممضي يمكن يعني الدولة ما تستعرفش بهذا العقد، يصير مشكل. ولهذا نظن لازم نستنوا باش نشوفوا يعني كيف أوضاع تصير في الشرق الأوسط من بعد الرئيس يعني الجديد يعني يوصل إلى الحكم. هذا الشيء بالنسبة إلى سوناتراك تشتغل في كثير من الميادين خارج عن الميدان المحروقات، في الكهرباء، في تحلية المياه، في المناجم، معادن، وفي البتروكيماويات،
وفي الأسمدة وفي كثير من الميادين. ولكن المهم هو بالنسبة لسوناتراك وبالنسبة للشركات يعني العمومية هم الموارد البشرية. علاش نقدروا نعملوا كثير الأشياء في سوناتراك اللي خارج عن المحروقات؟ لأن فيه موارد بشرية وفيه تنظيم وفيه يعني خبرة في كثير من الميادين اللي نستعملوها باش نطوروا الميادين الأخرى. ولهذا الموارد البشرية هي المهم. بعد ما يكمل البترول عندك الموارد البشرية. إذا عندك موارد بشرية يعني عندها الخبرة وعندها التنظيم تقدر تعمل اللي تحب، كانت في المجال المحروقات ولا مجال المناجم ولا المجالات الأخرى، أي مجال. البنك يعني احنا نطوروا بنك كريديت يونيون تابعة لسوناتراك، والقطاع هو اللي قدم يعني القانون تاع الكريديت يونيون، وراح ننظموها وراح تسيروها من طرف سوناتراك. علاش؟ اللي فيه موارد بشريه وعندهم خبره اللي نقدروا يعني نطوروها في هذا المجال. أنا ردت عليك على ميدان الاتصال. أنا نعربوا إن شاء الله السيت ويب ديالنا. تفضل. Monsieur Aïtansor, président de l'UNIPRES, l'Union des stations-service privées. Quel serait l'impact à travers cette situation nouvelle, à savoir la baisse des prix du pétrole, sur le marché intérieur? Sachant que chez nous, ça fait maintenant depuis 4 ou 5 ans, les prix n'ont pas bougé. Est-ce que ça ne va pas être une occasion, heureusement pour nous, peut-être positive, parce que... De les baisser? Non, de les augmenter. Puisqu'on a une baisse, on va baisser. Indirectement, non. Ce qui intéresse notre corporation, c'est quand il y a une augmentation, que les pouvoirs publics pensent à augmenter les marges. Quand il y a une baisse, ça ne nous intéresse pas. Honnêtement, ça ne nous intéresse pas. Les prix n'ont pas bougé depuis disons, 2004, 2005. Et la dernière marge a bougé en janvier, applicable en février 2005. La petite marge, c'était un réajustement de 15 centimes, alors que la véritable marge était de 1,10 en 2004. En parallèle, il y a un décret numéro 54 du journal officiel qui a publié les modalités et le fonctionnement de l'investissement dans la distribution des produits pétroliers. Et le nœud gardien dans ce domaine, ce sont les marges. Les compagnies pétrolières avec qui nous avons eu des contacts nous disent que si le niveau des marges reste à ce niveau-là, il n'y aura pas d'investissement étranger dans ce domaine. D'une part, et l'investissement aussi au niveau national, si les marges ne bougent pas,